Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Quand on attend un bébé, tout semble naturellement se tourner vers lui. On prépare sa chambre, ses vêtements, son arrivée, on pense à l'accouchement, au matériel dont on aura besoin, à tout ce qu'il faudra savoir et anticiper. Mais au milieu de toute cette préparation, il y a quelqu'un dont on oublie parfois de prendre soin, la femme qui est en train de devenir mère. Parce qu'une grossesse, ce n'est pas seulement accueillir un bébé, c'est aussi traverser une période profondément bouleversante, faite de joie et d'excitation bien sûr, mais aussi d'inconnus, de doutes, parfois de solitude, et dans une société où les mères sont constamment exposées aux conseils, aux injonctions et aux jugements d'une certaine forme d'anxiété. On entend souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été aussi connectés, beaucoup de femmes, paradoxalement, n'ont jamais été aussi seules. Être connecté ne signifie pas forcément être entouré. Alors où est-il ce village ? Et de qui est-il constitué ? Et surtout, de quoi une femme a-t-elle réellement besoin pour se préparer à devenir mère ? Pour en parler, j'ai eu le plaisir de rencontrer Claire Lemerle, sage-femme indépendante à Genève depuis plus de 10 ans. Après avoir accompagné des centaines de femmes pendant leur grossesse, leur accouchement et leur postpartum, Claire en est arrivée à une conviction assez simple. Une femme enceinte n'a pas besoin qu'on lui apprenne à devenir mère, mais elle a plutôt besoin qu'on la soutienne et qu'on l'accompagne pendant qu'elle le devient. Et parfois, ça commence simplement par le fait de pouvoir s'arrêter, de s'accorder du temps, d'accepter les mains tendues, de se laisser porter, de prendre soin de soi et de se rappeler qu'avoir besoin des autres, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est principalement de cette réflexion qu'est né Soleya Retreats, un projet imaginé comme une parenthèse de 4 jours dans une destination de rêve au soleil pour permettre aux mamans et futures mamans de ralentir, de se reconnecter à elles-mêmes et à leur bébé, de créer du lien, de se laisser prendre en charge à leur tour. Dans cet épisode, on parlera bien sûr de Soleya, mais avant cela, j'avais envie de revenir avec Claire sur ces 10 années passées auprès des femmes, ce qu'elles lui ont appris sur la maternité, sur nos besoins, sur ce fameux village que beaucoup d'entre nous cherchent encore, et sur cette force que les mères ont parfois tant de mal à voir en elles-mêmes. J'espère que cet épisode vous rassurera, vous fera du bien et vous permettra de voir la force qui se trouve en vous. Je vous souhaite une douce et belle écoute sur Parenthood. Bonjour Claire. Bonjour Amna. Claire, tu es sage-femme indépendante à Genève depuis plusieurs années. Oui. Et donc ça signifie que tu accompagnes les femmes, mais aussi les couples en général qui attendent un enfant. Tu accompagnes les familles depuis le tout début de la grossesse ou un petit peu plus tard dans la grossesse et puis durant tout le début du postpartum. Exactement. Je suis sage-femme depuis 12 ans maintenant et ça va faire plus de 10 ans que je suis à Genève. J'ai travaillé en milieu hospitalier d'abord et ensuite en indépendante, vraiment au domicile des familles. C'est un exercice qui me plaît particulièrement parce que je peux accompagner les familles sur un beaucoup plus long terme que juste à l'hôpital. C'est vrai que j'avais un peu ce sentiment de frustration de me dire je vais les voir le temps d'une garde et après c'est fini. Et là, vraiment, je suis hyper épanouie dans mon travail. Je les vois pendant des mois et voire même finalement des années parce que j'accompagne des familles pour leur premier, deuxième, parfois troisième bébé. Je vois la famille s'agrandir, évoluer au fil des années et voilà, vraiment... J'adore ça. C'est génial cette relation, c'est magnifique. Et puis du coup, ça veut dire que tu es vraiment au plus près des familles pour comprendre les enjeux, comprendre ce qui se joue dans ces moments cruciaux de la vie, vraiment particuliers. Si tu devais décrire cette période en quelques mots, comment est-ce que tu la décrirais ? Alors, effectivement, j'accompagne les mamans avant la naissance de leur bébé, que ce soit un premier, deuxième ou troisième. Chaque grossesse est unique. Et c'est pas parce qu'on a déjà eu un enfant que la grossesse va se passer pareil, qu'on va appréhender l'accouchement de la même manière. Donc chaque accompagnement est unique au sein d'une même famille. Donc c'est en ça que je m'ennuie jamais et que mon métier n'est pas du tout monotone. Et du coup, si je devais décrire vraiment ce qui caractérise, ce qui définit ce moment particulier,
Ça va être l'inconnu, beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Je dis toujours aux mamans en cours de préparation à la naissance, vous ne savez pas comment va se passer votre accouchement jusqu'à avoir votre bébé dans les bras. C'est vrai. Ça va être aussi l'inconnu après, parce qu'on va apprendre à connaître son bébé. On ne le connaît pas, même si on l'a porté, fabriqué pendant 9 mois. Donc je vais justement aider les mamans, les familles, les papas à naviguer dans l'inconnu et à se laisser porter, lâcher prise et aussi faire connaissance avec leur bébé. Donc beaucoup d'inconnus, mais également voilà, une magnifique période voilà, on accueille une nouvelle vie, une nouvelle âme. Donc c'est toujours que du positif. Généralement, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. On me dit toujours, tu fais un métier magnifique, ça doit être super de voir les bébés tous les jours. C'est vrai que dans la plupart des cas, j'ai extrêmement de chance. Tous les jours, c'est que du bonheur. Ouais, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est même d'une grossesse à une autre, on pense qu'on va être préparé et finalement on repart à zéro. On repart souvent, même parfois avec peut-être plus de crainte aussi dans une deuxième. Parfois c'est plus facile. C'est vraiment complètement différent d'une femme à une autre, d'une grossesse à une autre. Et ouais, c'est des moments où on est assez aussi vulnérable, donc du coup on passe par on est très très forte, très puissante, je trouve. Ah mais complètement. Et c'est magnifique à vivre, mais c'est vrai qu'on passe par des moments de grande puissance et puis des grands moments de vulnérabilité, mais on sait pas du tout à quoi s'attendre. Et puis ce que tu disais de rencontrer une personne qu'on connaît pas du tout, c'est vrai qu'on en avait parlé avec un ami avec qui j'avais enregistré un épisode, le tout premier épisode. Et il disait que c'était assez fou de ressentir autant d'amour, déjà pour une personne qu'on ne connaît pas, on ne sait pas du tout comment elle va être. Ouais. C'est la magie de la naissance, je crois. Ouais. Du coup, tu t'es déjà présentée, tu nous as raconté ton parcours. Et à la base, qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer ce métier ? On comprend que tu adores ton métier, c'est vraiment, on sent, ça se voit sur toi. Vraiment, il y a une aura autour de toi. Et c'est génial à voir parce qu'on ne voit pas souvent des personnes non plus qui adorent à ce point-là leur métier. Mais à la base, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'exercer ? Je pense, je parle pas pour toutes mes collègues et amies sages-femmes, je pense que ça reste quand même une vocation. Je pense qu'on ne peut pas exercer ce métier par défaut. C'est pas possible, on le choisit, voire même c'est le métier qui nous choisit, je pense. Donc, moi, dans mon cas, et je parle que pour moi, j'ai 14 ans d'écart avec mon dernier frère, mon deuxième frère, et la grossesse de ma maman m'a fascinée. Ouais. De A à Z, j'étais bien trop petite, on a 2 ans d'écart avec mon deuxième frère, donc absolument pas du tout, je me suis pas du tout rendu compte de ça, mais 14 ans plus tard, j'étais fascinée, je lisais tous les livres, je savais exactement à quelle semaine d'aménorrhée était, et je regardais dans le livre exactement à quoi ressemblait mon frère. et j'étais là à toutes les échographies. J'étais là quasiment à tous les rendez-vous. J'étais là à l'accouchement. Oh. Donc, en fait, ça a été vraiment une révélation. Ouais. Ça a été du coup, la dernière grossesse de ma maman. Et j'ai su, à ce moment-là, voilà, j'étais pas du tout impressionnée. J'étais dans mon élément. J'étais un poisson dans l'eau, quoi. Et j'ai su, en accueillant mon dernier frère à la maison, que c'était ça. C'est que je voulais accompagner... les femmes, je voulais m'occuper des femmes dans ce moment de passage. Et aussi, on ne va pas se cacher de bébé. mais voilà, j'ai su à ce moment-là que c'était ça. J'ai du coup orienté toute ma scolarité, toutes mes études. Je me suis donnée à fond pour me donner les moyens d'y arriver. Ça donne envie comme métier. C'est vrai que moi, aujourd'hui, en y repensant, ça fait des années que j'y pense et que je me dis que, pour le coup, c'est un des rares métiers qui me fascine autant et pour lequel j'ai autant de curiosité, de respect, d'admiration. Et c'est vrai que si je devais revenir en arrière, on me pose souvent la question, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais ? Pour le coup, je pense que je partirais plus de ce côté-là. Mais c'est vraiment un métier qui est fascinant. Et moi, je sais que personnellement, pour mes 2 accouchements, les sages-femmes, qui étaient des sages-femmes différentes, je m'y suis accrochée, c'était mon repère, j'avais le papa de mes enfants qui était là, donc qui était mon phare, mais de l'autre côté, j'avais les sages-femmes qui étaient là et je m'abandonnais complètement aussi à ce qu'elles me disaient parce que du coup, c'était vraiment... c'est hyper intense en fait le lien, je pense qu'on crée justement dans ce moment particulier. J'ai trouvé que c'était
hyper intense, hyper fort, mais très court. Et j'ai adoré mon exercice hospitalier, mais c'est vrai qu'il me manquait ce petit supplément, ce petit truc qui fait que ça dure un petit peu plus longtemps, la relation justement avec les patientes. Et bon voilà, il se trouve que moi je m'épanouis plus dans ce mode d'exercice, mais j'ai des collègues qui pourront jamais quitter la salle de naissance et l'adrénaline que ça entraîne, etc. Oui, mais c'est vrai que la relation aussi qu'on a avec la sage-femme qui vient à la maison et tout, elle est tout aussi puissante aussi. C'est encore une fois, c'est vraiment le phare, la personne qui est là pour t'accompagner. Et c'est vrai qu'il y a très peu de métiers pour lesquels on a une relation aussi intense et aussi qui peut être aussi intime profonde. aussi, parce qu'il faut dire qu'on vient chez les gens, on rentre dans l'intimité des gens, et effectivement, il y a quasiment, je pense, aucun métier où c'est aussi... On est aussi intime avec les patientes, mais voilà, c'est ça aussi qui m'anime, et souvent je dis aux patients, bon déjà on se tutoie très souvent, parce que voilà, on est dans une telle intimité les deux que au bout d'un moment, moi je dis toujours aux patientes, je suis pas sachante en fait, je suis pas au-dessus, il n'y a pas de relation en fait de hiérarchie ou de ce qui peut avoir quand même parfois avec des médecins un peu dans cette société un peu patriarcale, voilà, on sait, mais moi pas du tout quoi, je suis vraiment, je sais pas mieux qu'elles, c'est elles qui connaissent mieux leur bébé que moi, et à partir de là, moi je les accompagne pour qu'elles aient confiance en elles, mais voilà, des fois je me dis, je fais pas tant finalement. Mais c'est magnifique ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on l'entend pas souvent. En tout cas, c'est vrai qu'en milieu hospitalier, on n'entend pas souvent qu'on sait qu'il faut qu'on s'écoute et qu'on est accompagné et pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça aussi qui m'émerveillait, en tout cas quand j'étais en salle d'accouchement, c'est qu'au départ, les femmes, elles arrivent, elles pensent qu'elles ne sauront pas faire. Et en fait, ce regard qu'elles ont très souvent en se tournant vers le plafond en disant « mais je l'ai fait, il est là le bébé, j'ai su en fait, j'ai su faire ». Ça, c'est incroyable, incroyable. Oui, c'est vrai. Puis on en revient à ce sentiment de puissance que je disais tout à l'heure, effectivement. Mais puisqu'on parle justement de l'intimité des familles, des femmes, je me demande ce que toi, avec toute ton expérience de toutes ces années d'accompagnement et de suivi, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pendant cette période de la grossesse et puis de la naissance après, du retour à la maison avec ce nouvel être humain? Tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette part d'inconnu qui fait très peur, de nouvelles responsabilités qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais voilà, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile à vivre dans cette période-là? Je pense... alors... Je parle pour la Suisse, je parle pour ici, je parle pour Genève, pour Lausanne. Je pense que ça reste l'isolement des mères. On est ici dans un pays où il y a beaucoup d'expatriation, où finalement il y a peu ce sentiment de village, où les mamans sont très isolées. Et c'est paradoxal parce qu'on est dans une époque où on a beaucoup accès à l'information. On peut demander... à une IA, qu'est-ce qu'a mon bébé, etc. Mais en fait, ça remplacera jamais le contact humain. C'est pour ça que moi, j'ai pas peur pour mon métier par rapport à l'IA. mais non, mais en fait, c'est ce sentiment d'isolement, malgré le fait qu'on n'a jamais été tous autant connectés. Mais en fait, être connecté, ça veut pas dire avoir le village autour de soi, parce que une IA, ça va pas porter ton bébé pendant que tu vas prendre une douche. Et je dirais que c'est ça en fait qui me marque le plus et qui change beaucoup au fur et à mesure de mes années de pratique, c'est que finalement les mamans se sentent bizarrement de plus en plus seules. Oui, et puis c'est vrai qu'on a énormément accès à l'information en plus de l'IA aussi grâce aux réseaux sociaux, mais quelque part on a aussi l'information qui est noyée dans un tas d'informations. Et c'est vrai qu'on ne sait plus forcément où chercher, que aussi parfois les informations, ça vient de personnes qui n'ont pas forcément l'expérience, ni qui ne devraient pas partager leur expérience à ce point-là. C'est sûr. Il faut faire l'info, il y a un gros tri à faire, mais ça aussi c'est de la charge mentale, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on veut de l'info, mais on ne sait pas, et puis on regarde, et
Et on trouve de tout, de rien. Et moi, j'ai beaucoup de mamans à chaque consultation. Oui, j'ai pas voulu vous déranger, j'ai lu ça, mais je sais pas, du coup, je veux votre avis. Ah oui, bien sûr, moi, je suis là pour ça. C'est mon travail. Donc ouais, c'est ça. Du coup, on le dira jamais assez. Au lieu d'aller consulter une IA ou d'aller chercher une information sur Internet, il vaut mieux envoyer un message à sa sage-femme. Clairement, après, chaque sage-femme a son fonctionnement. Moi, par exemple, je parle juste pour moi, je suis assez disponible pour mes patientes, on communique beaucoup par WhatsApp, mais je pense que c'est aussi comme ça que fonctionnent mes collègues. Mais effectivement, il faut toujours se tourner vers son professionnel de santé plutôt qu'une intelligence artificielle, même si des fois, il y a des bonnes réponses, j'en ai déjà lu. Oui. Mais... c'est ça le souci, c'est que du coup, après, on a trop confiance. C'est ça. Et de ton côté, est-ce que depuis que tu as commencé à exercer, tu as déjà constaté des différences dans la façon dont on accompagne les familles depuis le tout début de ta pratique? Et puis même maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a déjà une différence dans l'accompagnement? Oui, heureusement, en 10 ans, effectivement, il y a une différence dans l'accompagnement et je trouve que ça va vers le mieux. Heureusement, ça va vers le mieux. La différence aussi, c'est que, comme je le disais avant, les familles sont beaucoup plus, éparpillées dans le monde. Les gens bougent beaucoup. Donc, les familles manquent de ce village qu'on essaye de recréer, du coup, nous, les professionnels de santé, pour que les gens se sentent moins isolés et plus entourés. J'ai l'impression aussi que plus la parole se libère sur tous les récits des femmes, notamment à travers les podcasts, etc., plus nous, les professionnels de santé, on remet aussi en question nos pratiques pour être plus bienveillants, être plus dans l'écoute, être plus dans l'accompagnement plus que dans le soin médico-médical en tant que tel. Et aussi justement de ne pas se cantonner qu'aux soins, prise de sang, échographie, etc., mais se dire qu'en fait l'accompagnement c'est un tout. Être ouvert aussi à d'autres pratiques qui ne sont pas scientifiquement purement donc je pense qu'en ça effectivement ça évolue, j'espère vers le mieux et je pense que la parole des femmes et le fait qu'elles parlent librement de leur expérience ça participe à ça. Et du coup, merci pour les podcasts comme le tien qui donnent la parole aux familles, aux femmes. Et ça nous sert, je parle encore que de moi, mais moi je trouve que ça me sert beaucoup en tant que professionnelle d'écouter le récit des mamans, de me dire elle a mal vécu ça. C'est toujours aussi se remettre en question en tant que professionnelle de santé pour être toujours meilleure, et toujours accompagner au mieux les gens. Oui. En tout cas, c'est ma vision des choses. Oui. Ouais. C'est hyper précieux parce que c'est vrai qu'en tant qu'accompagnant, en tant que professionnel, parfois, j'imagine qu'on peut ne pas se rendre compte quand on est dans un univers. Il y a des choses qui nous paraissent extrêmement normales, extrêmement logiques dans la pratique. Et puis après, en tant qu'indépendante, c'est très différent aussi d'un milieu hospitalier ou d'un milieu médical où il y a aussi une certaine performance qui est attendue. Oui, c'est très protocolaire en fait. Et ils sont obligés d'avoir des protocoles parce que la charge de travail est telle que si tout n'est pas protocolé, c'est hyper compliqué. Par essence, travailler au domicile des mamans, absolument rien n'est protocolaire. Il y a l'aîné qui n'a pas de crèche parce qu'on est en plein mois de juillet, qu'on va gérer, on va lui donner un petit coloriage pendant qu'on s'occupe de maman et de bébé. Il va m'aider à peser petit frère ou petite sœur. Enfin bref, c'est effectivement pas du tout protocolaire, mais c'est ça aussi qui fait justement le lien avec les mamans. Ouais. Et puis justement aussi, vu que tu es très, très proche des familles, est-ce que tu sens que notre époque, elle est aussi peut-être plus anxiogène que... Je ne peux pas comparer avec d'autres époques que je n'ai pas vécues forcément, mais c'est vrai que... Alors là, très récemment, c'est encore vraiment plus particulier entre le contexte l'IA, les guerres, les réseaux sociaux. On est, comme on l'a dit, on est inondé d'informations, mais aussi des informations qui sont hyper stressantes, anxiogènes.
Et ça doit forcément avoir un impact sur les femmes enceintes, sur les familles. Complètement. Mais je pense que ça ne concerne pas que les femmes enceintes, bien qu'elles soient impactées parce que voilà, elles sont dans une période de leur vie où psychiquement elles sont hyper fragiles, transparentes. Voilà, elles sont en plein changement, en plein passage, et donc forcément elles sont plus à risque d'être touchées par cette époque anxiogène. C'est le cas mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. On a accès illimité à l'information, ce qui n'était pas le cas, je pense, de nos mères, parce que elles n'avaient pas Internet quand elles nous ont eu. Je pense qu'on est de la même génération. Oui. Donc, finalement, elles, c'était leur professionnel de santé du village ou d'à côté, et éventuellement un petit peu de télévision, et encore. Et puis sinon, c'était les grands-mères, les tantes, les cousines, les sœurs qui avaient déjà eu... Du coup, c'était le village, quoi. Et là, effectivement, c'est hyper anxiogène pour les mamans de nos jours parce que elles ont accès à l'information illimitée et parfois de fausses informations. Elles ont aussi, eu vent pendant leur grossesse de tous les scandales sanitaires divers et variés, des liens infantiles, de toutes ces choses qu'on entend atroces à la radio ou sur les réseaux. Et puis surtout, ce qu'on leur demande aujourd'hui, en tout cas ce que la société renvoie aux mamans, c'est vous devez être des mamans parfaites, donc on doit travailler à temps plein, on doit cuisiner bio, on doit mettre nos enfants dans une école où on doit même les garder à la maison, mais si on les garde à la maison, ça veut dire qu'on ne travaille pas, puis du coup on est jugé. Donc en fait, tu allaites pas, mais du coup il y a le scandale, et puis du coup tu allaites, mais tu vas l'allaiter jusqu'à quand? Donc en fait, on est jugé de toutes parts en 2026. Et je pense que c'est ça aussi qui est difficile de nos jours et qui est anxiogène, c'est de se dire, je suis regardée parce que nos vies sont partagées et qu'on souhaite aussi parfois les partager, mais je vais être jugée. Voilà, donc c'est l'époque anxiogène plus le fait qu'on est jugé peu importe ce qu'on va faire. Et je pense que il faut que les mamans puissent entendre que le lâcher prise et le fait d'être imparfaite, c'est ce qui fait aussi qu'on est une bonne maman. On a le droit et on doit être imparfaite parce qu'on ne peut pas tout faire partout, tout le temps. C'est pas possible. Oui, et puis c'est vrai qu'on ne peut pas transmettre non plus cette image à nos enfants de perfection, ça serait dommage. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas. Et même si on a la volonté au début, en tout cas, de l'être, il y a un moment ou un autre où je pense que, comme tu dis, le lâcher-prise, c'est juste essentiel. Et là, tu parlais des différents scandales. Je pense que c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et c'est ce qui fait que très souvent, on rentre dans une spirale de culpabilité, d'angoisse, de remise en question, de se dire « mais quel choix j'ai fait, pourquoi je l'ai fait ?» Enfin, c'est hyper compliqué. Et comme tu l'as dit, un choix ou un autre, je pense que dans tous les cas, on va avoir des remarques, on va nous-mêmes se remettre en question, se demander si on a fait le bon choix. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de périodes, à partir du moment où on devient parent, où on arrive vraiment à assumer tous nos choix, sauf si on a un peu trouvé, tu vois, cette clé pour le lâcher prise et compris que dans tous les cas, on va faire des erreurs, on va pas tout gérer. Et au final, c'est ce qui fait qu'on va quand même réussir à gérer. Mais c'est dur d'arriver à ce niveau-là, ou en tout cas dès le début. Ah oui, je pense que... les miens, ils ont 6 et 10 ans. Je n'ai pas encore acquis ce stade de sagesse, mais oui, c'est dur. L'époque de nos jours, l'éco-anxiété aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'impact écologique. On n'a pas d'enfants, on nous pose des questions, on a des enfants, on dit oui, mais pour la planète. Enfin, en fait, c'est vraiment une époque qui est compliquée pour les futurs parents et les parents, je crois. Ouais. Du coup, d'où l'importance à nouveau de ce fameux village, parce que c'est ça qui, comme tu disais, qui faisait office à l'époque de réseau social, quelque part. Exactement. Mais c'est aussi le fait de parler avec d'autres parents, et je pense que c'est ça qui casse, en fait, cette pression qu'il y a autour de nous. Je pense que moi, personnellement, c'est le moment où j'ai réalisé qu'en fait, c'était pareil chez les autres personnes, chez les autres parents que je côtoyais, et de me dire, en fait... ça, c'est la réalité. C'est pas celle que je vois sur les réseaux sociaux et que j'essaye d'atteindre et que je n'arriverai jamais à atteindre, visiblement. Mais le fait de parler avec d'autres parents, d'autres mamans,
d'autres familles, de voir comment ça fonctionne et de se dire, mais en fait, c'est normal de devoir répéter 1000 fois, c'est normal que la maison, ça soit le bazar, c'est normal de pas réussir, comme tu l'as dit, à cuisiner tous les petits plats que je pensais cuisiner. Enfin, c'est normal. Et donc, du coup, d'après toi, ce village, mais qu'est-ce qu'il apporte en fait qu'il n'y a aucun livre, aucune application, aucun compte Instagram pourra remplacer? Le village, déjà, c'est le contact humain, parce qu'encore une fois, aucune IA peut bercer ton bébé pendant que tu prends une douche. Le village, c'est aussi des gens qui sont déjà passés par là et qui, du coup, comprennent quels sont tes besoins à un instant T. C'est une maman, une tante, une cousine qui va venir avec un plat déjà préparé à la maison et qui va juste le déposer et repartir immédiatement pour pas te prendre ton énergie à avoir une discussion ou quoi. Ou quelqu'un qui va venir et qui dit non mais attends, quand on parle je vais plier ton linge. C'est plus ça. Et puis et se dire que après une naissance, oui, il y a le bébé, mais il y a une maman qui vient tout juste justement de découvrir une nouvelle version d'elle-même et qui a besoin d'être accompagnée. Donc avoir un village, c'est pas avoir un village centré et au-dessus d'un berceau, mais plutôt autour de ce duo en fait, maman-bébé, enfin même ce trio si on inclut le coparent, mais autour de cette famille et de se dire eux aussi sont dans une période hyper particulière, hyper précieuse de leur vie et on fait en sorte que ça se passe au mieux. Et j'espère faire partie un petit peu de ce village pour chaque famille que j'accompagne. J'imagine que c'est le cas. En tant que sage-femme, je pense que tu es vraiment, comme on disait tout à l'heure, là, un des piliers repères pour les familles. Et c'est vraiment intéressant d'avoir enfin une définition de ce fameux village, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que je pense que c'est un des besoins fondamentaux d'une femme, d'une maman pendant la grossesse, pendant le postpartum. Outre ce village, est-ce que tu penses à autre chose qui serait fondamental dans le suivi des femmes dans cette période? En 2026, on en parlait avant, je pense que les femmes, elles font beaucoup. Elles ont une charge mentale énorme parce que, on est un peu dans une girl boss era, c'est-à-dire que oui, tu peux travailler à temps plein, être enceinte de 8 mois et prendre ton congé mat une semaine avant d'accoucher. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense que la grossesse est une parenthèse tellement particulière dans la vie d'une famille, dans la vie d'une femme, qu'il faut chérir ces 9 mois et prendre soin de soi et apprendre à s'arrêter. Ce que nous autorise pas forcément la société de nos jours, parce qu'on considère qu'une femme enceinte n'est pas malade, et c'est totalement le cas, mais une femme enceinte fabrique un nouvel être humain, et en ça c'est tellement magique, tellement unique, tellement précieux, qu'elle a le droit et elle doit prendre soin d'elle au sens ralentir, au sens se nourrir, mais pas seulement se nourrir au sens propre, mais figuré, quoi. Et prendre soin de soi, c'est pas seulement aller faire une échographie ou une prise de sang, encore une fois, c'est vraiment accueillir ce passage. Et une femme enceinte n'a pas besoin qu'on lui apprenne à devenir mère, elle a besoin qu'on la soutienne, elle a besoin qu'on l'accompagne pendant qu'elle le devient. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit dans une question précédente que je ne suis pas sachante, en fait, je ne suis pas au-dessus, quoi. Je suis vraiment à côté et je les aide à naviguer et à se trouver et à connaître leur bébé. Mais du coup, ça participe justement de ton accompagnement en bienveillance et dans l'écoute, ce qui est fondamental. Mais d'après toi, pourquoi est-ce que c'est aussi important de se sentir écouté et sans être jugé, en sachant que parfois, tu sais, quand on est maman et qu'on essaie de se confier, parfois c'est plus facile de parler avec d'autres mamans qui sont un peu au même stade que nous, que de se confier peut-être à nos proches qui nous connaissent très bien et qui sont là en toute bienveillance. C'est l'intérêt de parler à des personnes qui vivent la même chose. C'est qu'elles savent ce que c'est
d'aimer à la folie et infiniment son enfant, mais de regretter en fait la vie d'avant parfois. Enfin, il y a des choses dont on peut parler sans tabou. Il n'y a pas de tabou à dire que oui, on aime infiniment son enfant et que c'est la plus belle chose qu'on a créée, mais que quand même, pouvoir faire une petite séance de sport quand on veut, un mardi à 8h30, c'est chouette aussi. Et je pense que c'est un peu cette dualité-là et des choses qu'on n'ose pas dire, notamment parfois les mamans qui peuvent regretter parfois leur vie d'avant, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Et ça, entre mères en postpartum, bien sûr, on peut le comprendre. Ou avec une accompagnante comme toi qui justement accompagne en toute bienveillance, où tu sais que c'est plus facile de parler avec une sage-femme avec qui le lien il existe déjà depuis un moment. Ah oui, bien sûr. C'est un lien aussi Après, profond. c'est une question de confiance. Je pense qu'il faut mettre en confiance les gens justement pour qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour se confier et dire les choses qu'on n'ose pas dire, soit à sa maman ou à son conjoint, etc. On est là aussi parce qu'on n'a pas de biais en fait. On vient sans aucun biais avec juste la bienveillance et un regard extérieur sur la situation. Et on essaye de les accompagner au mieux sans juger aucune de leurs décisions. Et je pense que en ça, c'est hyper important de se faire accompagner. Oui. C'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays dans lesquels, et notamment nos voisins en France, où il n'y a pas ça. Il n'y a pas la sage-femme qui vient à la maison une dizaine de fois en postpartum. C'est zéro. Rien du tout. Donc, Ouais. Et pour le coup, je ne sais pas quels sont les chiffres des dépressions périnatales et des burn-out parentaux. Ouais, mais je pense que ça, oui. Ça, c'est clair. C'est clair. Et puis, quand on parle du coût de la santé, effectivement, ça coûte quoi finalement une dizaine de visites sage-femme versus des traitements pendant des mois pour des mamans qui auraient pu être accompagnées La question se pose, Oui, et puis surtout quand on nous parle de réarmement démographique et d'importance de continuer à avoir plusieurs enfants. Mais effectivement, si les moyens ne sont pas investis, c'est compliqué. Là, c'est sûr que effectivement, ça ne donne pas du tout envie d'en avoir. C'est un vaste sujet, effectivement. Mais est-ce que, du coup, toi, tu parles par exemple, tu as mentionné le regret. Ça ne veut pas dire qu'on regrette son enfant, encore une fois, on le reprécise, c'est simplement le fait d'être... on peut aussi, il y a des cas où effectivement on peut regretter aussi d'avoir des enfants, mais il y a une multitude d'émotions qui peuvent nous traverser quand on est parent, quand on est toute jeune maman, selon je trouve pas ma phrase, selon les différents moments aussi. Mais toi, tu sens qu'il y a encore beaucoup de sujets ou des sujets qui sont tabous chez les mamans, que ce soit dans la période de la grossesse ou en postpartum? Je pense que un des sujets tabous, on en a parlé, c'était le regret. Mais aussi, il y a parfois chez les parents cette culpabilité de pas vivre la période après la naissance, par exemple, comme ils l'avaient imaginé, ou même la grossesse d'ailleurs. Les femmes, elles s'imaginent qu'elles vont être hyper épanouies, qu'elles vont adorer sentir leur bébé bouger, mais en fait, quand on en discute avec elles, il y en a beaucoup qui disent « mais j'ai détesté en fait, j'ai détesté cette période où j'avais l'impression de ne pas vraiment être moi, de ne pas être toute seule, ce qui est vrai, mais de ne pas apprécier du coup la grossesse. » Moi j'en fais partie, je le dis, j'ai pas du tout aimé être enceinte pour une sage-femme et c'est ok. Bien sûr. Et puis dans le postpartum, effectivement, la culpabilité de pas vivre, de pas être aussi heureux qu'ils pensaient l'être en accueillant un bébé. Et notamment les parents, je pense beaucoup aux parents qui ont eu un gros parcours de PMA. Où ils ont beaucoup idéalisé l'arrivée de leur enfant, beaucoup idéalisé le fait forcément, parce que c'est quelque chose de tellement attendu parfois pendant des années de combat d'infertilité qu'ils se disent en fait ça va être la plus belle chose de notre vie. Et en fait ils sont confrontés à la réalité d'un postpartum, la réalité de l'accueil d'un bébé. Et j'ai très souvent des mamans qui n'osent pas verbaliser ça en disant mais en fait je l'ai attendu pendant des années mais c'est dur.
waouh, c'est super dur. Et je m'attendais pas à ça. Et du coup, tout le monde pense que je suis over the moon, complètement satellisée de bonheur. Et en fait, pas tant. En fait, c'est dur. Donc voilà un peu le genre de sujet un peu tabou et ce qu'on essaye de déconstruire avec les mamans dans le postpartum ensemble et sans tabou pour le coup. Ouais. Et, et puis justement, je rebondis sur ce que tu dis, tu parles de parents qui attendent des années parfois, qui ont tout un parcours extrêmement long, mais en réalité, on entend souvent qu'il n'y a pas de moments parfaits pour devenir parent, même quand on est prêt, hein, parfois ça peut ne pas être le bon moment, et il peut quand même y avoir des complications plus tard. Mais d'après toi, qu'est-ce qui pourrait aider les futures mamans, les familles en général, mais surtout les futures mamans à se sentir prêtes à devenir maman et puis à vraiment, tu sais, investir ce rôle, mais tout en douceur, parce que souvent on a l'impression qu'on arrive et que c'est comme si, bam, on rentre dans un mur et puis voilà, on avait cette image de, on sait qu'on est enceinte, on a bien compris qu'on allait avoir un bébé, on va accoucher, donc préparation à l'accouchement, et après on rentre à la maison, on a un bébé. Mais là, parfois, on est face à ce bébé et il y a tout qui redescend, il y a tout un mélange de responsabilité, de culpabilité, de questionnement. Et je me demande, d'après ton expérience et de tout ce que tu vois, qu'est-ce qui pourrait justement aider les mamans à rentrer en douceur dans ce rôle, ce nouveau rôle? Alors, je pense que le fait de savoir qu'elles seront entourées, qu'elles seront aidées et elles ont un espace pour ralentir, pour se déposer un peu, pourrait grandement les aider à se sentir prêtes. Je pense que de toute façon, on n'est jamais assez prêt et qu'il n'y a aucune préparation à la naissance qui peut préparer à un tel chamboulement et un changement de vie. Mais de s'accorder du temps justement pour un bouleversement pareil et justement de s'accorder de la douceur, d'accepter d'être entouré, d'accepter de saisir les mains tendues de l'aide parce que, encore une fois, on fait croire à tout le monde qu'on a besoin de personne et qu'on y arrive et qu'on est des girl boss, mais non, en fait, on a vraiment besoin d'aide. Et c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, c'est se dire, mais j'ai besoin justement des autres pour justement ce passage de femme à mère. Et il faut saisir toute l'aide qu'on leur tend. Ouais. C'est vrai que ça aussi un gros sujet parce qu'on parle de comment est-ce qu'on peut aider justement les mamans, surtout en postpartum ou même plus tard, hein, une fois qu'il y a des enfants et tout, mais des enfants plus grands, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on parle peu du fait que c'est aussi difficile d'accepter de l'aide. Parce que comme tu l'as dit, on a beaucoup cette notion de girl boss. On a beaucoup grandi avec cet univers, enfin cette croyance qu'on devait tout gérer et sans se plaindre, surtout en étant heureuse de pouvoir avoir toutes ces casquettes et de les gérer. Et à partir du moment où il y a un petit bout qui marche pas d'un côté, il y a un petit truc, il y a une petite faille de l'autre côté, on commence aussi... petit à petit à s'effondrer, mais tout en réalisant pas qu'on n'arrive pas forcément à demander ou à accepter aussi les propositions d'aide. Et c'est vrai que si on commençait dès le début, avant d'être déjà bien submergé, d'être déjà trop débordé et déjà dans une période où on est encore plus difficile, qui est plus difficile psychologiquement, ça serait hyper intéressant, précieux pour les mamans. Toi, en tant que sage-femme, avec toute ton expérience, ça t'a amené à penser justement à créer ce sorte de village, cette sorte de village, à créer cet univers autour des mamans. Qu'est-ce que tu avais en tête et qu'est-ce que tu as mis en place du coup? Alors, je donne, en tant que sage-femme indépendante, je donne des cours de préparation à la naissance aux mamans, aux parents, mais c'est pas assez. En Suisse, il y a un seul cours
de préparation à la naissance qui est pris en charge par les assurances. Autant dire qu'en 1 heure, on ne fait pas le tour du tourbillon qui les attend. Même si moi, j'ai la chance de pouvoir le faire à la maison dans leur cocon, finalement, il y a beaucoup de parents qui se retrouvent à faire des ateliers de quelques heures, 1, 2 heures, 3 heures peut-être, pour saisir ne serait-ce qu'une miette de ce qui les attend pour après et de comment préparer au mieux l'arrivée de ce bébé. Et c'est tellement insuffisant. Oui. C'est tellement insuffisant. Je me suis dit, comment est-ce que on peut créer finalement un village avant la naissance du bébé, mais dans une parenthèse un peu suspendue. Parce que j'avais envie aussi justement d'offrir aux mamans le droit, qu'elles ne s'accordent pas, de faire une pause en fait. Parce que quand tu vas à ton cours de prep, tu vas le faire entre midi et 2, hein. Tu travailles encore à temps plein, tu vas le faire entre midi et 2, ou alors sur le week-end, quand ton partenaire ne travaille pas, c'est le rush, ou alors même, j'ai vu des cours de prep à 19h le soir quand les gens sortent du travail. Pardon, mais c'est quoi en fait ça ? C'est quoi le truc ? C'est qu'en fait, tu t'accordes pas le temps de ralentir et de te dire, ok, en fait, dans quelques semaines, il va y avoir un nouvel être humain, un nouveau membre de la famille, et on ne s'accorde pas. Alors, c'est pas pour culpabiliser les parents qui le font, enfin, je veux dire, ils ont presque pas le choix. Mais moi, je veux leur offrir le choix. Je veux offrir le choix aux femmes de se préparer différemment et de prendre le temps de le faire, de se poser plusieurs jours. Parce qu'en fait, c'est pas en une demi-journée, en 2 heures ou en 3 heures qu'on se prépare. C'est vraiment... Là, l'idée, c'est de créer une parenthèse de plusieurs jours et pas de faire ça entre 2 lessives, entre 2 calls, entre 2 rendez-vous. Et de se dire, non, là, c'est vraiment pour ça que je suis là, pour prendre soin de moi et de mon bébé. Et pour rencontrer aussi d'autres femmes qui sont dans la même démarche que moi. Donc c'est de là que mon initiative Soleya est née. Ok. Et je vais juste rebondir sur le fait que c'est vrai que les cours qu'on fait à 19h, 20h, voilà, ou entre midi et 2, malheureusement, on n'a pas le choix, effectivement, comme tu l'as dit, par rapport au travail, surtout si on veut être 2 présents. Mais le souci avec ça, c'est que très souvent, on sort du cours, on a déjà un peu oublié une partie. Ah oui ? Quelques semaines plus tard, on a oublié l'autre partie. Et il nous reste peut-être 2, 3 éléments à la limite pour le jour J. Et puis bon, en tout cas, souvent c'est des cours de préparation à la naissance plus qu'au postpartum. Et en tout cas, tout ce qui vient après et comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Donc, je pense que il y a aussi le fait de ne pas être mentalement disponible pour recevoir les infos. De pas se mettre vraiment en condition. Je l'ai vu, les cours, je les ai faits, donc je sais, les papas, ils arrivent, ils sont en costard. Ils ont plus ou moins parfois leur téléphone à la main. Ils font comme ils peuvent, en fait, dans justement cette vie à 1000 à l'heure de nos jours. Les parents font comme ils peuvent et on ne peut pas leur jeter la pierre. Mais en fait, c'est comme ça qu'on leur propose. Donc, moi, ce que je veux, c'est proposer aux mamans autre chose et leur donner le choix. De se préparer autrement et d'être justement dans une petite bulle qui va les obliger à prendre la pause qu'elles ne s'autorisent pas en fait pendant la grossesse. Je crois qu'avec cette phrase, tu as tout résumé. Le besoin des mamans. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur Soleya ? Eh bien oui, en fait, donc Soleya, pour la petite histoire, c'est le prénom de ma nièce et filleule, qui va avoir 1 an le mois prochain. Et j'ai découvert avec elle le rôle de tata, de marraine, que je ne connaissais pas. Et bon, évidemment, son prénom est hyper inspirant pour moi, parce que venant d'une île, et elle habitant sur cette même île qu'est la Réunion, elle m'inspire le soleil, et puis même elle est extrêmement solaire comme petite fille, elle est sublime, je l'adore. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de créer une parenthèse dorée pour les mamans, les futures mamans, parce qu'elles le méritent. Une parenthèse dorée où elles pourront
faire une pause dans leur vie à 1000 à l'heure, au soleil. C'est important pour moi. Alors, on est très bien à Genève, mais il y a des endroits où il y a plus de soleil toute l'année. Et l'idée, c'est de mêler justement cette pause, cette parenthèse dorée à une préparation à la naissance qui soit faite par une professionnelle de santé. Et donc de créer une retraite prénatale de 3 nuits et 4 jours pendant laquelle les mamans pourront se reposer, se ressourcer, qu'on prenne soin d'elles intérieurement, extérieurement, et qu'on puisse aussi immortaliser ce moment de pause, et ça en Méditerranée. Et donc c'est de là qu'est née la retraite prénatale Soleya, donc Soleya Retreats. L'idée, voilà, c'est d'amener un tout petit groupe de femmes, parce que le but, c'est aussi que ce soit très intimiste, assez exclusif, avec moi, H24, parce que je serai là H24, pendant 3 nuits et 4 jours, dans des destinations de Méditerranée qui sont vouées à changer, pour se préparer à ce moment, à ce passage qui est la maternité. Ça a l'air tellement précieux, tellement magique, parce que là, tu as donné des mots-clés qui sont incroyables. Et le fait que tu sois là en tant que professionnel de la santé, c'est juste... Ouais, c'est le gage qu'on a envie d'avoir en tant que femme enceinte. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est des mamans, c'est des femmes d'ici qui se retrouveraient en Méditerranée. Donc en fait, on aurait la possibilité de continuer à se voir. Et c'est le but. Ouais, c'est le but. C'est effectivement, quand on vit ce genre d'expérience en tout petit groupe, je pense qu'il y a une espèce d'unité qui se crée, vraiment une relation ensemble, de se dire entre femmes, et que entre femmes, parce qu'évidemment, toute l'équipe même des retraites sont exclusivement féminines. On a vécu quelque chose d'hyper fort, de communion finalement entre des femmes qui attendent un bébé et qui seront sensiblement au même terme, et on habite proche. Ouais. Et peut-être qu'on ira ensuite boire un café ou se promener après et se dire, mais tu te souviens, il y a 3 mois en arrière, on était là-bas et maintenant on est là avec nos bébés en train de prendre un café. Et c'est ça aussi, c'est au-delà de les amener à faire une pause vraiment en quittant le pays, parce que le but c'est vraiment de se dire, on marque la pause en partant à l'étranger. Ouais. Et en fait, c'est de se dire que quand on revient à la maison, on retrouve les femmes avec qui on a vécu un super moment pour après, et d'ensuite de créer une espèce de communauté aussi autour de ça. Ouais. Et c'est vrai que le fait de quitter le pays, à la fois c'est symbolique, mais à la fois c'est essentiel quand tu veux vraiment déconnecter, rentrer vraiment dans cette préparation, rentrer dans autre chose. Parce que parfois, en fait, quand on entend ça, on se dit, ok, ça a l'air sympa, mais bon, on n'arrive pas en termes logistiques à se dire, ok, je vais vraiment partir. Voilà, on se dit en plus, si on est enceinte, on s'imagine qu'il y a, je sais pas, il y a des trucs... des précautions à prendre, on s'imagine plutôt partir en famille, avec des proches ou autres, ou avec les coparents, mais en fait c'est tellement précieux d'avoir ce moment de se dire ok, on part, parce qu'on va se préparer, mais on n'est pas dans le quotidien qui nous absorbe toute notre énergie en fait. C'est ça en fait, se dire, il y a un peu le fait de faire sa valise, de prendre son passeport, de partir, ça marque une vraie coupure, et de se dire, là en fait ça commence, le moment pour moi il commence là, il commence à l'aéroport. Parce que si tu vas à 1 heure de chez toi, tu te dis toujours, oui, s'il y a quoi que ce soit, je peux rentrer. Là, l'idée c'est d'avoir des destinations qui sont évidemment 100% safe, vraiment sécure pour les futures mamans, parce que chaque destination est choisie aussi en fonction de l'accès aux soins proche du lieu de la retraite. Le fait que ce soit aussi les premières, c'est la première retraite prénatale fondée et dirigée par une sage-femme en Europe. J'ai pas cherché ailleurs dans le monde, mais je pense que peut-être ça n'existe pas encore, parce que toutes celles qui existent jusqu'à présent ont été créées soit par des profs de yoga
yoga ou de méditation ou des doulas. Je remets pas du tout en question leur profession, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, le côté sécuritaire médical, c'est la priorité. Quand on fait ce genre de projet, enfin, en tout cas moi c'est le cœur de mon métier aussi, c'est la sécurité pour les mamans. Donc voilà, l'idée effectivement de quitter le pays, mais de faire en sorte que tout soit parfaitement sécure et cadré pour les mamans qui nous suivront dans l'aventure. Ouais. Et puis, j'ai dit que tu as mentionné, tu as donné plusieurs mots-clés. Donc, tu as dit, entre autres, préparation, tu as parlé d'immortaliser. Qu'est-ce que tu entends par là et qu'est-ce que c'est, enfin, comment ça se déroule une retraite concrètement? Alors, une retraite Soleya, c'est finalement, elle est résumée en un seul mantra qui est le nôtre, hein, c'est Rest, Nourish et Glow. Et du coup, je vais expliquer en quoi chaque mot est hyper important. Donc rest, ça veut dire se reposer, parce que finalement les mamans s'y autorisent peu. Donc l'idée c'est vraiment de reposer son esprit, son corps. Et en ça, on a prévu du coup du yoga prénatal tous les matins, de la méditation, de la respiration, également du coup des massages chaque jour pour les mamans, drainage lymphatique. Donc ça, c'est vraiment pour reposer le corps. Évidemment, dans des endroits qui sont extrêmement reposants, inspirants, avec vue sur la mer, et des lieux qui sont vraiment magnifiques, et des destinations qui inspirent aussi le repos. Nourish, parce que se nourrir, c'est pas que nourrir son corps, c'est aussi nourrir son cœur, son esprit. Et donc, on a prévu sur place une chef privée qui va préparer des repas totalement pregnancy friendly, donc qui sont totalement faits exprès pour les femmes enceintes, qui sont totalement aussi sécures. Ça, c'est mon côté médical qui parle. Et aussi parce que le cercle de femmes qu'on va créer là-bas va aussi nous nourrir de l'intérieur, parce que écouter l'expérience des autres, parler de sa propre expérience, de ses doutes, de ses peurs, et recevoir aussi toute la confiance du cercle en soi, et aussi de par les ateliers de préparation à la naissance qu'il y aura, que je vais animer. L'idée c'est de se nourrir et de prendre confiance et de repartir vraiment pleine de confiance et de toute l'énergie positive de toutes ces femmes pendant le séjour. Et glow, parce que rayonner pendant la grossesse, c'est pour moi essentiel. Alors encore une fois, j'en parlais, on n'est pas obligé de se sentir bien enceinte, mais se dire qu'on va célébrer la femme que tu es et la mère que tu vas devenir. Et il y aura du coup également un shooting photo au coucher du soleil pour immortaliser justement ce moment en tant que femme, et célébrer du coup la femme enceinte à ce moment-là. Donc voilà un petit peu les trois piliers des retraites et comment ça s'organise sur 4 jours. Ok. Et la première retraite, donc là, ce sera cette année? Exactement. Donc là, notre première édition se déroulera en octobre 2026, donc à l'automne, début d'automne on va dire. Mais c'est là où la lumière est la plus belle aussi. C'est vrai. Donc c'est pas choisi non plus au hasard. Et la première destination, c'est une destination de cœur pour moi, parce que j'ai découvert cette île il y a quelques années maintenant. Et mon cœur n'est jamais vraiment reparti en fait. Il est même resté, je dois dire. Et c'est Ibiza. Ibiza, des Baléares, donc une île espagnole au milieu de la Méditerranée, qui est souvent jugée ou un peu stéréotypée, faite, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est qu'une toute infime partie. C'est une infime partie de l'île et de son histoire. C'est une île qui vibre très très fort. Et pour ceux qui y sont allés, on dit toujours, en tout cas moi je dis toujours, qu'on va jamais à Ibiza une seule fois. Parce qu'en fait il y a comme cette espèce d'appel irrésistible à y aller.
parce que tout vibre plus fort là-bas, on s'y sent bien, il y a vraiment un côté assez spirituel finalement et assez vibratoire là-bas qui est difficile à expliquer quand on n'y est pas allé. Ouais. Et j'ai envie vraiment de faire découvrir ce côté-là aux mamans et de se dire, bon déjà les paysages sont magnifiques et c'est une île qui est magnifique, juste des paysages, mais vraiment ce côté voilà, qu'on ne peut pas percevoir tant qu'on n'y est pas allé. Et c'est pour ça que j'ai voulu organiser la première édition là-bas. C'était une évidence pour moi. Ouais. Oui, je te comprends. Mais comme tu dis, pour y être allée et pour avoir adoré ce cadre, c'était aussi un énorme coup de cœur. Et vraiment, ça s'explique pas. C'est plus un sentiment, un ressenti que... On dit toujours que Ibiza ne s'explique pas, mais qu'elle se vit. Et je pense que les mamans pourront le raconter après la première édition à quel point elle se vit. Et je sais que ce ne sera pas la seule fois qu'elles iront, du coup. Et c'est vraiment une destination qui est... Bon, là, ce sera uniquement entre femmes, mais qui est... très ouverte aux familles, etc. Enfin, c'est vraiment sublime. Oui, et puis comme tu dis, c'est pas du tout l'image... on entend souvent parler d'Ibiza complètement à tort, d'ailleurs, sur l'aspect festif et tout, alors que c'est hyper doux, hyper calme, hyper bienveillant, hyper accueillant. Et c'est vrai que t'en repars, mais apaisé, mais vraiment hyper apaisé. J'ai envie de te demander si, du coup... Si une future maman t'entendait et puis qu'elle hésitait quand même à s'accorder ce temps en se disant que il faut quand même trouver le temps, que peut-être financièrement c'est pas évident, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle c'est pas évident de faire la place à plusieurs. Il y aura toujours une raison. Et des raisons qui sont toutes certainement valables, plus les unes que les autres. Je pense que les futures mamans n'ont pas besoin d'un énième doudou ou de vêtements ou d'une chaise haute. Enfin, c'est complètement accessoire. Ce dont elles ont besoin, c'est vraiment que pour se préparer à la naissance, on prenne soin d'elles et de se voir offrir. Par exemple, ce type de cadeau, si une famille se dit, mais en fait, on veut vraiment quelque chose d'utile, vraiment quelque chose qui te nourrisse de l'intérieur, qui te prépare à la naissance, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ça, c'est vraiment un des meilleurs cadeaux qu'on peut offrir à une maman. Et se l'offrir soi, je pense que c'est aussi un des meilleurs cadeaux qu'on puisse s'offrir dans le sens où quand on devient maman, on va passer les 20 prochaines années, 18-20 prochaines années à faire passer un autre être humain avant soi. Et c'est ça d'être parent, d'accord? C'est de toujours faire passer son enfant avant soi. C'est par essence, c'est ça, c'est d'avoir un bout de son cœur qui marche à côté de soi, à qui on tient la main. Et ces 4 jours, ces 4 seuls petits jours sur toute une vie n'appartiendront qu'à elle. Et s'il y a bien une période dans la vie un peu suspendue durant laquelle il faut s'accorder, je pense, ces 4 jours, je pense que c'est la grossesse. 4 petits jours sur toute une vie. Je pense qu'elle le mérite largement. Vraiment largement. Prenez-les. Prenez-les ces 4 jours. Après, j'entends tout à fait les parents, les mamans qui disent que effectivement, c'est un certain investissement, que c'est pas raisonnable, que on pourrait dépenser cette somme pour le bébé, mais effectivement, j'entends tout à fait, ça reste un certain budget, mais pour que cette expérience soit exceptionnelle, on met en place des choses qui nécessitent que les tarifs soient alignés de telle sorte, et j'invite du coup les mamans à aller voir sur le site internet les tarifs des séjours qui se veulent de toute façon haut de gamme. Alors ça ne sera pas accessible à toutes les bourses, mais s'il y a
voilà, un seul moment dans sa vie où on peut investir sur soi, sur son bien-être et du coup indirectement sur celui de son bébé. Je pense que c'est pendant la grossesse. C'est vrai que tout à l'heure, tu as mentionné le terme parenthèse dorée et je voulais te demander à quoi est-ce que tu faisais référence en disant ça, mais du coup, je pense avoir compris vu que tu nous as bien présenté en fait effectivement, ce qui compose la retraite. De tous les services, donc une villa haut de gamme, privée, réservée uniquement pour le groupe, la chef à domicile, all inclusive, matin, midi, soir, plus tout ce qu'il y a autour, des masseuses, vraiment des thérapeutes qui vont venir pratiquer des soins, qui sont certifiés, professeurs de yoga certifiés, moi qui vais faire des cours de préparation à la naissance aussi tous les jours, des excursions aussi, mais on va aussi garder un petit peu de suspense Ouais. et de secret pour toutes celles qui participeront et qui découvriront le programme aussi une fois qu'elles seront arrivées. Mais ce que les mamans doivent savoir, c'est qu'elles ont juste à préparer leurs affaires et ensuite elles déposent leur charge mentale, elles déposent leur cerveau et que tout est géré de A à Z. Ouais. De A à Z. Et donc ça, c'est que pendant ces 4 jours. On ne peut pas faire en sorte que ce soit... On aimerait bien que ce soit pris en charge par les assurances à volonté. Ça devrait, oui. Mais l'idée, effectivement, et de là aussi est né un partenariat avec Mother Stories, qui donc est une communauté de mamans à Genève. Et l'idée est née de créer Mother Retreats, où... d'ici quelques mois, mais ça on en reparlera peut-être, on va créer du coup des retraites postpartum, donc post-natal, donc ça c'est une exclusivité. Il y a ça dans les tuyaux où on se dit ok, on offre une parenthèse dorée aux futures mamans, mais on a aussi envie d'offrir cet allègement de charge mentale et cette parenthèse aux mamans qui ont accouché. On a entendu le besoin et l'envie des mamans et ça, ça va se faire aussi. Ouais, clairement. On en a besoin, on y a droit et on devrait vraiment les avoir. Ça me fait penser à ces vidéos qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux, tu sais, où on montre... j'ai jamais su si c'était privé ou autre, mais on voit des mamans postpartum en Asie ou dans certains, des sortes d'hôtels. Carrément, je pense qu'ils appellent ça... Masses, elles ont des chefs avec des repas qui ont l'air incroyables, tout ça dans un cadre où en plus... avec, tu sais, le mois d'or en plus bien respecté et tout, ça a l'air assez dingue. Ouais, je pense que c'est extrêmement onéreux, mais effectivement, c'est une idée. Après, encore une fois, c'est finalement pour pallier, encore une fois, au village dont on parlait, en fait. C'est la manière, je pense, que les gens ont trouvé d'entourer les mamans, et qu'elles soient chouchoutées après leur accouchement. Donc, on n'ira pas jusqu'à créer un hôtel, mais... Mais en tout cas, de répondre aux besoins et à leurs attentes dans le postpartum, on les a écoutés et ça arrive tout bientôt. Eh ben, merci pour ça. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est toi qui es à la fois sage-femme, mais qui est aussi maman, tu vois des femmes devenir mères très souvent, presque toutes les semaines en fait. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur la maternité que tu n'aurais jamais imaginé avant d'être aussi proche des mamans? Alors, de par mon travail et le fait de moi être devenue mère, je pense qu'on a des ressources et une force insoupçonnée qu'on n'imagine même pas. Et je parle pas seulement de la force physique de donner naissance à un enfant, mais je parle vraiment de la force, du courage, de tout ce qui fait qu'on tient en fait debout alors que on doit élever, s'occuper et élever un enfant dans la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça que ça m'a appris, c'est que j'ai jamais rencontré en 10 ans d'exercice une maman qui n'était pas capable. En fait, elles sont toutes hyper courageuses, hyper capables, hyper fortes. Et je pense que là-dessus, il faut qu'elles prennent confiance en elles et qu'on leur dise tu es forte, tu vas le faire, et on est là. On est là parce qu'on est aussi toutes les femmes finalement, il faut qu'on se le dise, qu'on est toutes là les unes pour les autres. Et je pense que la sororité aussi, de nos jours, il faut qu'on en entende plus parler. Parce que oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'on entend le terme, mais on a beaucoup tendance à sentir aussi le jugement quand même. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir en s'aidant les unes les autres. Et puis ça revient à cette notion de village, de parler entre nous, une connexion entre deux mamans qui se comprennent, qui se voient, qui se comprennent mutuellement et du coup qui se rassurent l'une et l'autre et ça change tout. Ça fait toute la Je différence. pense que le plus beau cadeau qui pourrait sortir de ces retraites là, Soleilla, ce serait vraiment de voir les mamans après avoir donné naissance à leur bébé justement se soutenir toujours, de se voir, d'être là les unes pour les autres avec tout ce qu'on aura créé en amont justement lors de ces retraites. Effectivement, ce serait le plus beau cadeau, plus belle récompense. Si toi aujourd'hui tu pouvais changer une chose dans la manière dont notre société elle accompagne les femmes pendant la grossesse et le postpartum, tu choisirais quoi? Alors, je pense que il faudrait que la société puisse donner l'espace suffisant aux femmes pour qu'elles s'autorisent à vraiment prendre soin d'elles. Que la société donne l'espace suffisant aux femmes pour qu'elles puissent s'arrêter pendant la grossesse, s'arrêter au sens vraiment faire une pause et se recentrer sur elles-mêmes, ce qui je pense n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est lié à la grossesse, mais plus largement sur le fait de donner naissance et ce que la société attend d'une maman qui vient de donner naissance aujourd'hui, ce serait plutôt que de féliciter, de couvrir de cadeaux le bébé, ce serait de se dire mais on a une maman qui vient d'accomplir un miracle, de fabriquer un bébé de toutes pièces, de rien du tout pendant 9 mois, mais qu'on la célèbre en tant que telle en fait, qu'on l'entoure, qu'on la cocoone, qu'on l'accompagne. Et tu parlais du mois d'or tout à l'heure, mais c'est tellement important. Moi, ça, je ne l'ai jamais entendu pendant mes études, en fait. Je l'ai découvert en travaillant, en me renseignant, en écoutant aussi et en lisant. Mais c'est tellement important, c'est tellement précieux. Et en fait, ces enfants-là que les mères mettent au monde sont les adultes de demain, les enfants de demain. Et je pense qu'en prenant plus soin des futures mamans et des jeunes mamans, indirectement, on fabrique la société qu'on veut pour demain. Merci. Donc prenons plus soin des mamans et je pense que la future génération sera certainement meilleure. Oui, on espère quand on voit un peu ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on aimerait bien être dans une génération avec un peu plus... d'empathie, de bienveillance et de... Vraiment... Après, au niveau humain, c'est vrai qu'on a de l'empathie. Il suffit de sortir, de croiser des personnes et l'empathie, la bienveillance est là concrètement. Mais c'est vrai que comme on vit dans ce monde où, tu disais tout à l'heure, on est noyé d'informations, par les informations, mais des informations qui sont tellement... en ce moment, toutes les guerres et toutes les attaques, tout ce qu'on peut voir, etc. C'est vrai que ça nous fait parfois un peu oublier que juste en sortant et en allant voir les personnes qui sont dehors et comment elles sont réellement, ça n'a plus rien à voir. Et voilà, donc le maître mot, l'empathie et la bienveillance que tu as mentionné, ça sera... Oui, et puis pour justement pouvoir déconnecter de tout ça et du quotidien, c'est vrai que Soleilla, c'est pas une fuite en fait, c'est pas une retraite pour fuir le quotidien, mais c'est de se dire j'ai le droit aussi de me préserver, j'ai le droit aussi d'être dans ma bulle, j'ai le droit aussi de m'offrir cette paix intérieure et ce soin en fait que je mérite. Et c'est pas forcément fuir le quotidien ou fuir ce qui se passe autour, mais c'est se dire moi j'y ai aussi droit en fait, même si j'ai le droit moi enceinte et fabriquant mon petit bébé dans mon ventre, de prendre soin de moi à l'intérieur, à l'extérieur, et ça dans un cadre exceptionnel. Oui, puis l'avantage c'est que c'est vrai qu'on disait avant, si tu commences aussi quand même assez tôt, que ça devient une priorité, que c'est fondamental,
peut-être qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne fondamental régulièrement aussi. Et donc aussi en période de postpartum où on a aussi ce besoin vraiment de déconnexion quand on est censé être partout à la fois et en même temps gérer tout sans prendre soin forcément de nous. Là tu disais on fait passer les besoins forcément de son enfant avant, alors qu'on est soi-même parfois au bout du voilà, de l'épuisement. Je pense que si on arrive à être sa priorité en étant enceinte, on arrivera aussi en postpartum peut-être à se recentrer parfois sur soi, parce qu'une jeune maman qui se sent bien dans sa peau et qui aussi arrive à se recentrer sur elle-même, ben finalement c'est une maman qui va bien, et c'est tout ce dont a besoin un enfant, juste une maman qui va bien. Ouais, c'est la phrase que je vais retenir vraiment. Mais avant de finir, je voulais te demander si là par exemple tu t'adresses aux futures mamans, si chaque femme qui écoutait cet épisode, elle pouvait repartir avec un seul message en tête après t'avoir écouté, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit ? Alors s'il y a un seul message que je pouvais leur transmettre, ce serait que pendant une grossesse, vous n'accueillez pas seulement votre ou vos bébés, vous accueillez une version de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Et cette femme-là mérite d'être célébrée, et ça dès le premier jour. Donc voilà, prenez soin de vous, vous le méritez. Merci beaucoup Claire. Merci à toi. Merci pour cette présentation pour Soleya. Et d'ailleurs, c'est un très 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 joli prénom, c'est vraiment magnifique. Et tu l'as dit, on sent la chaleur tout de suite en entendant Soleya, on comprend ce que tu veux transmettre aussi avec. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci pour cet épisode, ça m'a fait très plaisir. Merci. Peut-être qu'on aura d'autres sujets à évoquer avec grand plaisir. Le sujet de la paternité et de la parentalité est très vaste. Oui. Et on sent toute ta passion. Merci. J'espère que cette conversation vous aura donné envie d'en savoir plus sur Soleya Retreats et de découvrir cette parenthèse imaginée par Claire pour les futures mamans. Sachez que la prochaine retraite, la toute première, aura lieu du 17 au 20 octobre. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de cet épisode et sur le site Soleya Retreats. soleya-retreats.com. 4 jours pour ralentir, pour prendre soin de soi, se laisser entourer et se préparer autrement à devenir maman. Et peut-être finalement s'offrir ces quelques jours dont Claire nous parlait tout à l'heure. 4 jours pour ralentir, pour prendre soin de soi, se laisser entourer et se préparer autrement à devenir maman. 4 petits jours rien qu'à soi avant de commencer une toute nouvelle vie. Si vous vous apprêtez à devenir maman, je vous souhaite une belle rencontre et un doux postpartum. À très vite sur Parenthood. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.